Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie où il s'agit cette fois de corriger les exercices sur la continuité. Alors comme vous avez vu, les énoncés des exercices, c'est pas montrer que la fonction x2 est continue, c'est un peu plus velu et même vachement plus abstrait par moment. Mais j'ai fait exprès de prendre des exos un petit peu complexes, tant qu'à faire, histoire que vous creusiez les méninges pour voir un peu les subtilités de la topologie, qu'on sorte un petit peu de ce dont on a l'habitude pour justement se creuser la tête. Donc si vous n'avez pas cherché les exos avant, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Voilà. Au revoir. Donc vous retournez, regardez les vidéos précédentes, récupérez les exercices et puis vous les cherchez. Et donc sinon ça ne sert à rien du tout. D'ailleurs, tiens, en description, je vous remettrai les énoncés, comme ça vous pouvez directement récupérer les diapos des énoncés avant. Et voilà, comme ça vous pourrez travailler un peu avant. J'ai pas dit qu'il fallait les avoir faits, parce que c'est pareil, si vous avez fait tous les exercices, tout nickel, vous avez tout rédigé, à la rigueur, ça ne sert à rien non plus. D'accord? Donc là, c'est pour ceux qui ont cherché les exos et qui ne sont pas bien sûrs de leur rédaction, qui ne sont pas bien sûrs d'avoir tout trouvé ou qui des fois se sont arrêtés au milieu et qui se disent je vois plus trop comment continuer. Voilà. En tout cas, c'est important d'avoir cherché. Je me tue de le répéter. Mais à chaque fois, les gens qui me disent oui, tu m'as vachement aidé et tout, oui, mais je t'ai aidé, mais c'est toi qui as fait le boulot. Je veux dire, c'est votre travail qui va faire que vous devenez bon en maths ou pas. C'est pas, voilà. Moi, je ne peux pas travailler à votre place. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Donc, ce qui va faire que vous devenez bon ou pas, c'est le temps que vous passez à chercher les exos. Donc bref, au boulot, si vous ne l'avez pas déjà fait, et si bon pour les autres, on y va. Alors le premier déjà, ça a été tout de suite un petit peu velu, parce que c'était les premiers exemples de fonctions a priori de définition vachement simple, mais qui est l'exo qui fait peur quand même, parce qu'on est dans un espace topologique, donc a priori un truc vachement abstrait. Et donc j'ai demandé une condition nécessaire suffisante sur un sous-ensemble A pour que la fonction indicatrice de A soit une fonction continue sur E. Et ça semble très bizarre parce que je vous rappelle, la fonction indicatrice de A, c'est la fonction qui vaut 1 sur A et 0 ailleurs. Et donc on se dit une fonction, on imagine une fonction de R dans R. Je prends une partie, par exemple, je sais pas, l'intervalle 0,1, elle vaut 0 partout et 1 sur 0,1, clairement elle n'est pas continue. Vous voyez, on a du mal à voir comment ça pourrait être continu. Vous voyez, ça prend la valeur 0, tout d'un coup sur un sous-ensemble, ça prend la valeur 1. Vous voyez, et effectivement, les fonctions de R dans R, il n'y en a pas qui vérifient ça. C'est notre exemple de base R, il n'y a pas d'ensemble A qui vérifie ça. Donc il faut se dire, tant pis, on ne peut pas se représenter forcément le truc. Il faut partir dans l'abstrait et dire qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue. Et donc dans un espace topologique, la définition, ce n'est pas des histoires de je peux tracer la courbe sans lever le crayon et tout ça. Non, la définition, c'est l'image réciproque de tout ouvert de l'espace d'arrivée est un ouvert de l'espace de départ. Donc là, mon application 1A, elle va de E dans 0,1. Il faut que l'image réciproque, c'est-à-dire les antécédents de n'importe quel ouvert de cet ensemble-là, ce soit un ouvert de E. Alors, quels sont les ouverts de ça? Bon, ça, c'est pas bien dur parce que 0,1, il n'y a que 0 et 1, vous savez, c'est un ensemble discret. C'est-à-dire, vous prenez la topologie induite par celle de R, par exemple, du coup, il y a une boule de centre 0 de rayon 1,5 intersectée avec ça fait que 0. Donc, 0 est un ouvert. Ok, puis pareil, 1 est un ouvert. Il y a une petite boule autour de 1, intersectée avec juste 0 et 1. Ce n'est pas l'intervalle 0 et 1, c'est juste 0 et 1. Donc, bref, on l'a déjà vu, toutes les parties de 0,1 sont les ouvertes. Voilà, il y en a 4, vide, 0, 1 et 0,1, tout ça, voilà les ouverts de 0,1. Ok, donc pour que 1A soit continu, c'est une équivalence, il suffit que les images réciproques de ces 4 ensembles soient des ouverts de E. Alors, il y en a pour lesquels c'est pas très dur, parce que l'image réciproque de vide, c'est vide. Ok, d'accord, super. L'image réciproque de tout l'ensemble 0,1, c'est tout E, parce que c'est une application, elle est définie partout. Donc, soit elle est dans A, ça donne 1, soit elle n'est pas dans A, ça donne E. Donc, finalement, les antécédents, c'est tout E. Ok. Voilà. Et l'antécédent. Alors, maintenant, l'image réciproque de 1, justement, c'est A. Les éléments dont l'image est 1, c'est par définition de la fonction indicatrice, c'est justement A. Et ceux pour lesquels ça donne les 0, c'est le complémentaire de A. Voilà, donc on a ces 4 ensembles. Ces 4 ensembles, vide et E, c'est des ouverts de E. Et pour que l'application indicatrice soit continue, il suffit que A et le complémentaire de A soient des ouverts de E. Voilà, c'est ça. Alors c'est une condition qui est un peu bizarre. Généralement, on la formule un peu différemment. On dit si E privé de A est un ouvert de E, ça veut dire que A est un fermé de E. Parce que A est le complémentaire de E privé de A. Le complémentaire du complémentaire de A, Et donc voilà, l'application est continue si A est une partie à la fois ouverte et fermée de E. Alors ça, c'est pareil, ça semble bizarre parce que dans R, il n'y a pas de parties qui sont à la fois ouvertes et fermées, mais rappelez-vous, on a déjà vu, l'astuce par exemple, c'est de prendre un espace en 2 morceaux. C'est-à-dire si mon espace E, c'est 0,1 union 2, 3, 2 intervalles disjoints. C'est ça E. Je prends une application qui vaut 0 sur un bout et 1 sur l'autre, elle est continue. Pourquoi? Parce qu'elle est continue en tout point où elle est définie. Elle est continue sur cet intervalle-là, elle est continue sur cet intervalle-là, ils sont différents.
Rappelez-vous, hein, c'est une subtilité. L'application de R étoile dans R qui a X associé 1 sur X, elle est continue. Parce qu'elle est continue en tout point de R étoile. Pourtant, la courbe, elle est bien en debout, vous voyez. Donc c'est ça la subtilité, c'est de prendre un espace de départ qui soit, je spoil un petit peu ce qui va venir, non connexe, c'est-à-dire en plusieurs morceaux. Bon, enfin bref. Et donc voilà, c'est ça la condition, c'est que la partie A soit à la fois ouverte et fermée. Ok, alors maintenant, deuxième application, si on prend donc deux ensembles, enfin, pas deux ensembles, mais deux topologies sur E muni d'une topologie T et E muni d'une topologie U, et puis l'application elle est très simple, c'est à X associe X. La question c'est est-ce que c'est continu ça? Alors si c'est la même topologie, si T égale U au début, évidemment que c'est continu, parce que pour le coup je ne change rien. L'image d'un ouvert c'est un ouvert, l'image réciproque de l'ouvert c'est lui-même, c'est un ouvert, donc c'est continu. Okay. L'application identité elle est continue si je prends la même topologie au début et à la fin. Heureusement. Bon. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors réfléchissons, hein, toujours pareil. Donc là, l'image réciproque par mon application identité d'un ouvert de l'espace d'arrivée, donc d'un élément de U, de grand U, eh ben, ça doit être un élément de grand T. Donc hein, l'application est continue si l'image réciproque de tout ouvert de cet ensemble-là, donc tout élément de grand U, est un ouvert de celui-là, donc un élément de grand T. Or, l'application identique, elle est tranquille au niveau des images et des images réciproques, hein, ça ne change rien. Donc identité moins 1 de U, c'est U. Okay, donc, l'application identité est continue, c'est seulement si pour tout U dans U, U est dans T. Okay, tous les ouverts de U sont des ouverts de T. Donc potentiellement, il y en a plus, d'accord, dans T, mais tous les ouverts qui sont déjà des ouverts de U, donc l'ensemble des parties U est inclus dans l'ensemble des parties T. Et ça, on le dit, que ça veut dire que T est une topologie plus fine que U. Elle contient plus d'ouverts que U. Okay, hein, elle contient U et en plus peut-être d'autres. Donc voilà, l'application identité continue si la topologie est plus fine. Okay, et donc ça, il faut bien comprendre, hein, c'est vachement abstrait hein, de manière générale. Une application, si on a une application continue, si on rajoute des ouverts dans l'ensemble de départ, elle reste continue. L'image réciproque de tous les ouverts de l'espace d'arrivée, c'était déjà les ouverts de l'image de départ. Donc si je rajoute, je prends une topologie plus fine au départ, ça reste continu. D'accord ? Pareil, si je prends moins d'ouverts à l'arrivée, si je prends une topologie moins fine à l'arrivée, ça reste continu. Si je prends moins d'ouverts, déjà les images réciproques de tous les ouverts, c'était les ouverts. Si j'en prends moins, ça restera. Vous voyez ? Donc c'est ça la subtilité qu'il faut comprendre, c'est que déjà qu'une fonction continue, ce n'est pas intrinsèque, ça dépend des topologies qu'on prend sur les espaces de départ et d'arrivée. Et en gros, plus il y a d'ouverts à l'espace d'arrivée, plus c'est dur d'être continu. Et moins il y a d'ouverts dans l'espace de départ, plus c'est dur d'être continu, quoi. Donc là, pour l'application identité, pour qu'elle soit continue, il faut simplement qu'il y ait au moins autant d'ouverts au départ qu'à l'arrivée. Ok. Donc maintenant, donner une condition nécessaire et suffisante sur l'application identité pour que T soit égal à U, deux topologies sont égales si T est plus fine que U et U est plus fine que T. D'accord ? Ça veut juste dire A égale B comme ensemble si A est inclus dans B et B est inclus dans A. Donc voilà, il faut que les deux soient inclus l'une dans l'autre. Et donc ça veut dire quoi ? Du coup, ça veut dire que l'application identité doit être continue. Mais l'application identité dans l'autre sens, qui va de lui dans lui, qui est la même application, hein. Donc ça doit être aussi continu. Et autrement dit, il faut que, que U soit plus fine que T et T soit plus fine que U. Et donc ça veut dire que ID doit être continue. Et ID T-1, c'est la même, hein, mais doit être aussi continue. Autrement dit, l'application ID est un homéomorphisme. Ok ? Voilà, c'est la même chose. Ok ? Ce qui est normal, hein, je veux dire, finalement. Il faut que, voilà, ça veut dire ça, rappelez-vous, homéomorphisme, rappelez-vous, on va en parler après, donc rappelez-vous, c'est un petit peu abusé parce que c'est les vidéos qui viennent, mais on verra plus tard qu'un homéomorphisme, ouais, c'est vraiment, ça conserve exactement la topologie, ça ne change rien, d'accord ? Dire que, voilà, c'est une fonction continue dont la réciproque est aussi continue, qui est bijective, ça s'appelle un homéomorphisme, et ça veut dire que ça conserve la topologie. Ok, très bien, alors... Donc maintenant, il y avait une autre question, si je prends donc toujours l'identité, et cette fois je prends l'injection, alors c'est pas l'identité presque, hein, c'est ce qu'on appelle l'injection canonique, c'est voilà, que j'ai une sous-partie de E, hop, je l'inclus dedans, donc on peut faire ça pour inclure Z dans R, vous savez, on peut faire ça pour inclure R dans C ou ce genre de choses. Bon voilà, je prends l'application qui va de A dans E, qui a X associe X, okay, ça s'appelle l'injection canonique. Bon, voilà, pourquoi pas, et alors à quelles conditions ce truc-là est continu ? Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est continue ? Ça veut dire que comme d'habitude, quel que soit l'ouvert de E, l'image réciproque par I de cet ouvert-là doit être un ouvert de A. Donc, de la topologie grand A qu'on a mis sur cette partie.
Voilà, voilà, voilà. Alors, quand on a dit ça comme ça, on se dit, bon, on est bien content. Voilà. Tout ouvert de T, son image réciproque, c'est dans A. Mais l'image réciproque de O, réfléchissez bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les antécédents, d'accord, des points de O. Or, mon application, là, elle est définie que sur A, ok. Donc, les points qui ne sont pas dans A, ils n'ont pas d'antécédents. Et ceux qui sont dans A, leur antécédent, c'est eux-mêmes. Donc finalement, les antécédents de O, eh ben, c'est exactement les points de O qui sont dans A. Eux, ils ont un antécédent, c'est eux-mêmes. Les autres, ils n'ont pas d'antécédent. Okay, et donc, dire que ça, au privé de A, c'est un élément de la topologie A, bah, ça veut dire que la topologie A est plus fine que la topologie induite sur A. Hein, parce que rappelez-vous, la topologie induite par celle de E sur A, c'est exactement les éléments qui s'écrivent O inter A, où O est un ouvert de E. Donc, les traces des ouverts de E sur A. Donc, ces familles-là, c'est les ouverts de la topologie induite. Et tout cela, ça doit être des ouverts de la topologie grand A. Ben donc, ça veut dire que la topologie en grand A doit être plus fine que la topologie induite. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je sais, c'est abstrait. Ok, allez, maintenant des trucs un peu plus concrets, un peu plus simples, j'espère, en tout cas, parce que c'est vraiment des exos ultra classiques, il faut savoir vraiment utiliser ça, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Là, on a une partie comme ça, on a une courbe, une fonction continue de R dans R, donc, je sais pas, exponentielle, tracé, x2, machin. Hop, alors là, les points qui sont strictement au-dessus de la courbe, hop, enfin, non, c'est pas ça, c'est pas dans le plan, c'est plus tard ça, on verra plus tard. Là, c'est les points de R sur lesquels elle est strictement positive, les points de R où elle est positive ou nulle, voilà. Et donc, montrer que ça, c'est un ouvert et que ça, c'est un fermé. Ok. Alors ça, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie des fonctions continues, qu'on sait que les images réciproques des ouverts, c'est des ouverts, l'image réciproque des fermés, c'est des fermés, ben là, c'est facile. Il faut essayer de réécrire les ensembles qu'on a comme des images réciproques par des applications continues de parties qu'on connaît. Et donc, bah, A, c'est l'image réciproque de 0 plus l'infini. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Hein, oui, f de x est strictement positif, ça veut dire que l'image est strictement positive. Et donc, les points qui vérifient ça, bah, justement, c'est les antécédents des nombres strictement positifs. Et ça, c'est un ouvert, les nombres strictement positifs de R. Eh bien, il y a une petite boule à chaque fois qui est inclue, tout ça, je n'insiste pas, on l'a déjà vu en long et en large. Et bah, donc, A est un ouvert. Voilà. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert. Ok, donc ça, c'est cool. Ensuite, bah, du coup, pareil, hein, B, bah, c'est f-1 de R+. Voilà. Donc, il suffit de dire ça, hein, c'est tranquille, quoi. F est continu, c'est f-1 de R+, donc c'est un fermé. Bam. Alors maintenant, on vous demande de comparer A et l'intérieur de B. Ok. Donc, voilà, je vous ai expliqué, montrer qu'il y en a un qui est inclus dans l'autre. Bon, alors ça, c'est pas très dur, parce que A, c'est un ouvert, on vient de le dire, et A, il est inclus dans B. Vous voyez bien, si f de x est strictement positif, bah, du coup, il est supérieur ou égal à 0. Donc les valeurs de A sont incluses dans celles de B. Et donc, un ouvert inclus dans B, je vous rappelle que l'intérieur de B, c'est le plus grand ouvert possible qui est inclus dans B. Donc si A est un ouvert inclus dans B, il est inclus dans l'intérieur de B. Hein, ou une autre façon de le dire, si vous préférez, c'est si A est inclus dans B, l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B, mais l'intérieur de A, c'est égal à A. Donc A est inclus dans l'intérieur de B. Ok, voilà, c'est une question tranquille. Donnez un contre-exemple pour dire que l'intérieur de A n'est pas forcément égal à B. C'est vrai, parce qu'on pourrait y croire, quoi. Si on prend une fonction classique, on se dit, bah voilà, elle s'annule en quelques points. Effectivement, donc voilà, si on prend des exemples de base, des fonctions du second degré, troisième, enfin, ça va marcher, quoi. Donc effectivement, A va être l'intérieur de B. Mais par contre, si on prend une fonction qui s'annule sur tout intervalle, ou même si on prend la fonction nulle, exemple le plus simple, la fonction qui vaut partout 0, bah, du coup B c'est R. La fonction est tout le temps égale à 0. Donc B c'est R, et puis A est vide. A est bien inclus dans V, vide est bien inclus dans R, mais l'intérieur de R c'est R, et c'est pas A. Voilà, donc il ne faut pas forcément chercher midi à 14h, mais voilà. Ok. Alors ensuite, même question avec B et A bar. Alors cette fois, allons-y. Donc B est un fermé qui contient A. On sait que B est un fermé, que A est inclus dans B. Donc A bar est inclus dans B bar. Donc A bar est inclus dans B, puisque B égale B bar, parce que c'est un fermé. Donc voilà l'équation, l'inclusion qu'on a, ok. Et puis pareil, pour la fonction nulle, ben, on voit que c'est toujours l'adhérence de l'ensemble vide, c'est pas égal à R, hein, donc c'est aussi un contre-exemple. Voilà pour cet exercice. Alors, exercice suivant. Donc, alors on vient un petit peu dans la théorie, là, c'est toujours ces fonctions indicatrices, là, que moi je trouve assez marrantes, mais qui coincent facilement, parce que c'est vrai que ça fait tout de suite des exos un peu théoriques, hein, j'avoue. Donc voilà, mais c'est vachement bien pour travailler la théorie des ensembles, ça, hein, pour les inclusions, les équivalences, voilà. Cet exo-là, il est formateur, hein, pour
creuser un peu les ensembles, comment on les utilise, et que ça, les intersections, les complémentaires et machin. Donc voilà, je vous incite vraiment à chercher parce que c'est pas simple, hein, je reconnais, mais c'est formateur. Alors, donc on prend X, un élément de E, montrer que l'application 1A, alors on l'a déjà vu, elle était continue sur tout A si A était une partie ouverte et fermée de E. Mais là, je prends juste un point. Dire qu'elle est continue en X, c'est seulement si X n'appartient pas à la frontière de A. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est pas ça correspond avec ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que vous voyez, si une partie est à la fois ouverte et fermée, bah, du coup l'intérieur de A est égal à l'adhérence de A, donc sa frontière est vide. Donc elle est bien continue partout. C'est une généralisation, vous voyez. Montrer qu'en fait, en façon générale, elle est continue sur les points qui ne sont pas dans la frontière de A. Ce qui se conçoit bien pour une fonction de R dans R, pour le coup, vous voyez, elle vaut soit 0, soit 1, et là où ça déconne, c'est la frontière. C'est là où ça change. D'accord? Donc voilà. Mais montrer ça pour un espace topologique quelconque, hein, c'est pas si simple. Il faut y aller. Bon, bah alors on y va. Donc, si je prends un x dans A, okay, je vais faire deux cas. Hein. Si elle est continue, voilà, si soit x est dans A, soit il n'est pas dans A. Et je vais regarder à quel cas est-ce qu'elle est continue en x dans les deux cas. Ok. Alors, si je prends une valeur pour laquelle elle vaut 1. Bon, alors, les voisinages de 1 dans 0,1, c'est soit 1, soit 0,1. Ok. Bon, jusque-là, vous allez me dire que voilà. Hein, alors, je vous rappelle la définition de continuité que je vais utiliser. Hein, rappelez-vous, hein, c'est la continuité en général. C'est la limite quand y se rapproche de x, de 1a de x doit être égal à l'image. D'accord. Enfin, je vais le redire en termes de voisinage, ce sera plus simple. Quel que soit le voisinage de l'espace d'arrivée, l'image réciproque de ce voisinage doit être un voisinage de l'antécédent. D'accord. Elle est continue. Elle va être continue en x si pour tout voisinage de 1, l'image réciproque de ce voisinage est un voisinage de x. Ok. Donc on va regarder. Donc là, les voisinages de 1 dans 0,1, c'est 1 et 0,1. Et donc il faut que l'image réciproque de ces deux choses soit des voisinages de x. Ok. Donc l'image réciproque de 0,1, bah, c'est tout l'ensemble E, donc c'est bien un voisinage de x. Bon, jusque-là. Ok, ça contient E qui est un ouvert contient x. Ok. Et donc finalement, elle est continue en 1 si et seulement si l'image réciproque de ce voisinage-là, juste 1, d'accord, et donc A, est un voisinage de x. Donc pour que x soit la fonction indicatrice de A soit continue en x, il faut que A soit un voisinage de x. Et c'est même équivalent parce que c'est le seul voisinage qui reste, hein, de 1 qu'il faut tester. Et ça, dire que A est un voisinage de x, je vous rappelle, ça veut dire que x est dans l'intérieur de A. C'est la définition quasiment. Hein. Donc voilà. Donc si x est dans A, la fonction indicatrice est continue s'il est dans l'intérieur. Ce qui se voit bien toujours fonction de R dans R. Vous voyez, si je suis dans A, bah, si je suis sur le bord, là, si je ne suis pas dans l'intérieur, ça déconne. Si je suis à l'intérieur de A, il y a un petit voisinage sur lequel ça vaut 1. Bah, donc il n'y a pas de problème, elle est bien continue en ce point-là. Sur le dessin, ça se voit bien, mais la preuve, il faut la faire. Voilà, c'est pas complètement évident. Quoi. Il faut se rappeler cette histoire de continuité en général. Hein. L'image réciproque de tout voisinage de l'image est un voisinage de l'antécédent. Ok, donc maintenant, je prends un x qui n'est pas dans A. Et donc, je vais faire la même astuce. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que l'application est continue en x? Bah, c'est pareil que là, je vais prendre les voisinages de 0. Bah, du coup, il y a 0, 1, ça marche toujours, et 0. Et donc, il faut que l'image réciproque de 0, c'est-à-dire le complémentaire de A, soit un voisinage de x. Autrement dit, que x soit dans l'intérieur de E privé de A. C'est le même raisonnement que j'ai fait là. Okay, donc, si x n'est pas dans A, elle va être continue si x est dans l'intérieur du complémentaire de A. Et ça, je vous rappelle la petite formule qu'on a déjà vue sur intérieur adhérence. Ça, c'est le complémentaire de l'adhérence de A. Ok. Donc finalement, quand je regroupe tout, à quelles conditions un A est continu en un X, bah, il faut que soit X ne soit pas dans la barre, c'est cette condition-là, soit X il soit dans l'intérieur de A, c'est cette condition-là. Voilà. Dans un de ces deux cas, c'est bon. Et bien ça, si on fait la négation de ne pas être dans la barre ou être dans l'intérieur de A, le contraire de ça, c'est être dans la barre et pas être dans l'intérieur de A. C'est-à-dire c'est être dans A barre privé de l'intérieur de A, qui est exactement la frontière de A. D'accord. Donc ça, c'est exactement le contraire que d'être dans la frontière de A, donc c'est ne pas être dans la frontière de A. Et donc finalement, hein, l'application indicatrice de A est continue en X, c'est seulement si X n'est pas dans la frontière de A. Félicitations, vous avez trouvé, parce que ça, c'est pas si simple. Hein. Moi, je me suis un petit peu creusé le ciboulot pour trouver une rédaction simple de ce truc-là. Hein. En fait, il faut voir qu'il faut couper en deux et tout ça, enfin bref. Donc voilà. Alors, deuxième question, à quelles conditions a-t-on pour toute partie A de E, l'implication 1A est continue sur E? Alors ça, on utilise le premier exercice qu'on a vu tout à l'heure. L'application 1A, elle est continue sur E si A est une partie ouverte et fermée de E. Ça, c'est l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Et donc,
pour que ce soit tout le temps continu, il faut que toutes les parties de E soient à la fois ouvertes et fermées. Okay, et alors donc, si elles sont à la fois ouvertes et fermées, leur complémentaire est à la fois ouvert et fermé, enfin toutes les parties de E sont des ouverts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la topologie discrète. Hein. Vous voyez, où la topologie, on prend toutes les parties, c'est ce qu'on appelle la topologie discrète. Ok, donc celle-là, c'est bien. Hein. Quand on prend comme espace de départ la topologie discrète, de toute façon, toute application est continue. Puisque l'image réciproque de n'importe quel ouvert de l'espace d'arrivée, ce sera un ouvert de l'espace de départ. Tout ensemble est un ouvert de l'espace de départ. Donc quand on prend une topologie discrète sur un ensemble, n'importe quelle application est continue. Bon, en l'occurrence, donc toutes les applications indicatrices sont continues aussi. Mais si on veut juste que toutes les applications continues soient indicatrices, soient continues, plutôt, eh ben, il faut déjà avoir la topologie discrète. Hein. Vous voyez ? Et oui, moralement, les fonctions indicatrices, a priori, ce n'est pas continu. Il faut vraiment le chercher, quoi. Donc voilà. Troisième question, on suppose qu'il existe une partie A, telle que A et son complémentaire dans E soient toutes les deux denses dans E. Ça, je vous rappelle, ça veut dire qu'il y a des éléments de A dans tout ouvert de E et du complémentaire aussi. Et ça arrive, c'est pas invraisemblable, hein, c'est par exemple Q et R privé de Q, vous savez, dans R. Les rationnels, les irrationnels, c'est deux complémentaires qui sont tous les deux denses, quoi. Ok, donc ça peut arriver. Donc je suppose que A est dense et que son complémentaire est dense aussi. Alors montrer que l'application indicatrice de A, elle est continue en aucun point. Bah, autrement dit, il faut montrer que la frontière de A, c'est tout le monde. Parce qu'elle n'est pas continue à la frontière de A. Ok, donc, bah, la frontière de A, alors je vous rappelle, c'est A bar privé de l'intérieur de A. Autrement dit, c'est l'intersection entre les points de A bar et les points qui ne sont pas dans l'intérieur de A. Ok, et donc, c'est des définitions équivalentes qu'on a déjà vues dans les exercices sur l'intérieur. Et donc, on peut écrire finalement la frontière de A comme l'adhérence de A intersectée avec l'adhérence de l'extérieur de A, enfin du complémentaire de A. Okay, parce que l'extérieur de A, c'est plutôt l'intérieur de ça. Hein, mais bon. Donc voilà, donc une façon de définir la frontière. Vous voyez bien, vous avez A son complémentaire, on prend l'adhérence de A, l'adhérence du complémentaire, on prend l'intersection, c'est ça la frontière de A. Okay, voilà, or il se trouve que si A est dense, bah, du coup ça c'est E complet, et si le complémentaire de A est aussi dense, et bah, ça c'est aussi E complet, donc E inter E, bah, ça fait la frontière de A, c'est E. Donc tous les points sont la frontière, bah, du coup comme elle n'est pas continue en les points de la frontière, elle est continue en aucun point. Et voilà, game over. Ok, bravo à vous si vous avez fait tout ça. Maintenant on va attaquer des exos plus simples quand même, allez. Ça c'est des exos vraiment ultra classiques, ceux-là, le 10-5, il faut savoir faire ça, d'accord? Ça vraiment c'est important. C'est des trucs de base. Donc, déterminer si les ensembles suivants sont ouverts, fermés ou ni l'un ni l'autre. Alors, l'ensemble A, c'est l'ensemble des xy tel que x4 plus y4 est égal à 1. Alors, comment on fait pour résoudre ce genre de truc-là? On est dans le plan. Vous voyez, on a une espèce de courbe bizarre, là. Comment on fait? Ben, en fait, on regarde l'application qui va de R2 dans R, qui a x associe x4 plus x4. Et ça, on dit, bah, c'est polynomial, on l'a déjà vu. Donc, c'est une application continue. D'accord? D'après le cours qu'on vient de voir, ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'application continue. Là, je regarde, ah, ben A, c'est simplement les valeurs pour lesquelles f vaut 1. Donc, c'est l'image réciproque de 1 par cette application continue. Okay, donc, c'est un fermé de R2. Image réciproque d'un fermé par une application continue. Hein, un singleton dans un espace séparé, c'est toujours un fermé, rappelez-vous. Donc, c'est un espace métrique. Un singleton, c'est toujours un fermé. Hein, dans R aussi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'image réciproque d'un fermé, c'est un fermé. Game over. Terminé, c'est un fermé. Voilà. Hop. Suivant. L'ensemble des x, y, z dans R3 tel que x2 plus xy plus petit q1. J'ai fait exprès cet exo parce que des fois, mais monsieur, vous êtes planté dans l'énoncé, il n'y a pas de z là. Bah si, vous voyez pas le plus 0z là? Et donc là, cette fois, voilà, il ne faut pas se faire avoir. Il faut bien prendre une application de R3 dans R qui a x, y, z associé x au carré plus xy. Elle est continue. Bah oui, il n'y a pas de z, il n'y a pas de z, mais n'empêche que cette application-là est continue. Hein. Quand x, y et z sont proches de x', y', z', l'image est proche puisque c'est polynomial en x, y et z, même s'il n'y a pas de z. Et ça, c'est l'image réciproque de moins l'infini 1, hein, l'ensemble des x, y, z tels que g soit compris entre moins l'infini et 1, ouvert. Et ça, c'est un ouvert de R. Donc l'image réciproque d'un ouvert de R, c'est un ouvert de R2. Et voilà, pas plus dur que ça. Ok? Alors, un petit peu plus velu, là, les matrices de déterminant 1. Oh là 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 là. Bah, en fait, pas tellement plus que ça, parce qu'on va prendre l'application qui a une matrice associée son déterminant. Alors, je vous rappelle que K, c'est R ou C. Hein. Dans tout le cours de topologie, il n'y a pas d'embrouille avec des corps bizarres. Hein. Donc, prendre l'application qui a une matrice associée son déterminant, bah, c'est continu, c'est une formule polynomiale vachement compliquée. Vous vous rappelez la somme avec la signature de la permutation, les produits des coefficients correspondaient. Ok, hein, je vous rappelle, déterminant de M, comment on fait? On prend un élément par ligne et par colonne, matrice, on multiplie tout ça, il y a un signe qui est bizarre,
qui dépend de la permutation, enfin bref. Donc, de toutes les façons possibles de choisir un élément par ligne et par colonne. Vous voyez, ça peut être la première diagonale, ça peut être l'autre diagonale, etc. Et on fait les produits de tous ces éléments-là, on met des signes, plus ou moins, et on fait la somme de tous ces termes-là. Bon bref, c'est un énorme polynôme, il y a plein de termes, mais il y en a un factoriel n en l'occurrence, mais c'est polynomial, donc c'est continu. Donc le déterminant est continu, et bien du coup c'est l'image réciproque de 1 par cette application-là. 1 c'est toujours infermé de k, et donc que ce soit R ou C, hein, c'est infermé, donc ça c'est bien infermé de Mn de k. Et voilà, la vie est belle. L'ensemble des matrices antisymétriques. Alors là, il faut réfléchir un peu plus. On l'a déjà vu hein, avec les suites, etc. C'est pas très dur, on peut s'en sortir pour montrer que c'est infermé. Hein. En prenant des suites qui convergent de matrices antisymétriques, on va regarder si les coefficients ils étaient l'opposé l'un de l'autre, les limites vont être opposées, elles vont être antisymétriques, tout ça. Ok, mais c'est beaucoup plus simple de se dire, tiens, je prends l'application qui a M associe M plus sa transposée. Pourquoi? Parce que pour les matrices antisymétriques, c'est seulement si son image, c'est la matrice nulle. Donc, on m'a dit, mon ensemble que je cherchais, c'est l'image réciproque de la matrice nulle. Juste la matrice nulle, c'est infermé des matrices. Singleton, c'est infermé. Donc l'image réciproque d'infermé, c'est infermé. Bam. Magique, hein? Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? L'ensemble des nombres x dans R, tels que cos x moins exponentielle x égale 1. Bon, je pense qu'il n'y en a pas foison, hein, des éléments comme ça. Mais pareil, pourquoi c'est infermé? On prend l'application de R dans R, qui a x associe cos x moins exponentielle x, elle est continue. On a déjà vu cos exponentielle, c'est continu, tout ça. Et donc là, c'est l'image réciproque de 1 par cette application-là, donc c'est infermé de R. Ouais, toujours un peu la même musique. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, un petit exo qui est tombé donc à la grègue interne en 2020. Et je suis sûr qu'il y en a plein des gens qui se sont dit, oh là là, dès qu'ils ont vu, oh là là, de la topologie, oh là là, montrer que c'est un ouvert et tout, je passe à la question suivante. Ouvert, fermé, trop compliqué. Alors que là, vous allez voir que c'est vraiment tout bête. Hein. Et donc, les mineurs principaux étaient rappelés dans l'énoncé. Hein. Donc, je vous rappelle, c'est quoi un mineur? C'est, a priori, la mineure, c'est pour une matrice, c'est un déterminant d'une matrice qui est extraite. On prend une sous-matrice de notre matrice, on fait le déterminant de ça, c'est un mineur de la matrice de départ. Okay, et donc il y a des théorèmes, par exemple, la taille du plus grand mineur possible non nul, c'est égal au rang de la matrice, par exemple. Bon, mais là on prend les mineurs principaux, c'est-à-dire on prend celui-là, 2, cette matrice 3, 3, ainsi de suite. Donc on prend voilà, les premiers termes de la matrice, on tronque en enlevant les dernières lignes, dernières colonnes, hein, de toutes les façons possibles. Okay, il fallait dire que l'ensemble des matrices comme ça, dans tous les mineurs principaux, sont tous non nuls. Donc le premier terme ici est non nul, le déterminant de cette matrice de 2 est non nul, ainsi de suite. Montrer que ça, c'était un ouvert de l'ensemble des matrices inversibles à coefficient complexe. Alors, déjà un ouvert des matrices inversibles. Donc ça veut dire que, voilà, il faudra dire que c'est un ouvert de toutes les matrices intersectées avec les matrices inversibles. Bon, déjà, c'est dans les matrices inversibles, parce que si le dernier mineur principal, c'est le déterminant et il est non nul, les matrices, elles sont toutes incluses dans les matrices inversibles. Donc si c'est un ouvert de l'ensemble des matrices, ce sera un ouvert de l'ensemble des matrices inversibles. Déjà, ça c'est tranquille. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend delta k, l'application qui a k pour n'importe quel... Enfin, je fixe un nombre k, k égale 1 c'est ça, k égale 2 c'est ça, k égale 3, ouais. J'associe à m son km mineur principal, c'est-à-dire le déterminant de la matrice extraite, ok, correspondant au degré k. Bon, du coup, ça, c'est une application continue. C'est un déterminant d'une matrice. Hein. C'est des polynômes dans certains coefficients de la matrice de départ. Donc, c'est bien continu. Et puis, du coup, si je prends l'image réciproque de C étoile, c'est le complémentaire de singleton 0 qui est infermé. Donc, c'est un ouvert de C. Et donc, l'image réciproque de C étoile, c'est un ouvert des matrices de Mn de C. Donc, je fixe un mineur, le 3, 3. Celle pour celui-là, ça ne s'annule pas. C'est un ouvert des matrices. Et du coup, celle où aucun s'annule, c'est l'intersection de tous ces ouverts. Il y en a un nombre fini. D'accord? Alors là, ce que j'ai dit aussi, c'est que du coup, c'est un ouvert si j'intersecte avec les matrices inversibles, c'est un ouvert de GLN de C. Et donc, je prends les intersections de tous ces ouverts de GLN de C. J'aurais pu intersecter après par GLN de C, parce que du coup, le dernier, c'est facile, c'est forcément GLN de C. Donc, voilà. Mais bon. Donc, pour chaque mineur, c'est un ouvert, parce que c'est une application continue. Image réciproque de C étoile par une application continue. L'intersection, du coup, de N ouvert, c'est un ouvert. Donc, c'était tout bête, hein, il suffisait de dire ça, quoi. Voilà. Dire que... Donc voilà, mais bon, je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas fait la question parce que dès qu'on voit ouvert et fermé, on se dit, voilà, ça va être dur, alors que pas forcément, vous voyez. Ok, allez, donc, alors, un autre exemple, vous allez voir que c'est assez pratique de résoudre ces exercices pour des trucs qui ont l'air plus compliqués. Hein. Si je prends une partie dense d'un ensemble de départ et que j'ai deux applications continues qui coïncident sur la partie dense, sur D, elles sont égales, alors elles sont égales partout. Donc deux applications continues de R dans R, si elles sont égales sur rationnel, elles sont égales partout, par exemple. Ça se sent bien intuitivement, mais alors comment ça se démontre?
Bon, alors il y a plein de façons de faire. Donc voilà, j'ai commencé par en utilisant les suites parce que je trouve que c'est pas mal. Donc si on prend un élément x dans E, ok, eh bien dire que D est dense, ça veut dire qu'il existe une suite d'éléments de D qui convergent vers x. N'importe quel élément de E peut être approximé, d'accord. On est dans un espace métrique, hein, donc voilà. Sinon la densité en général c'est avec l'histoire d'ouvert et tout, mais comme dans l'espace métrique on peut utiliser les suites, alors pourquoi ne pas le faire? Et donc x je peux l'approximer par des éléments de D. Okay, et donc, comme f et g sont continus, bah, les suites f de dn, l'image d'une suite convergente, c'est une suite convergente, vous savez bien. Et si dn tend vers x, f de dn tend vers f de x. Donc f de dn et g de dn, elles convergent bah, vers f de x et vers g de x. Or, elles sont égales, ces deux suites. Ah, parce que sur d, f de dn, c'est égal à g de dn. Tout le temps, pour tous les n. Donc deux suites qui sont égales, qui convergent, elles convergent vers la même limite. Donc f de x est forcément égal à g de x sur tout l'ensemble. Vous voyez, c'est pas si dur que ça. Hein, l'idée vraiment importante, c'est les fonctions continuées transforment les suites convergent vers les suites convergent. Et puis en plus, l'image de la limite, c'est la limite de l'image. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que c'est encore vrai maintenant si on n'est pas dans un espace métrique, c'est un espace topologique quelconque? Donc là, voilà, on ne peut plus utiliser nos histoires de suite, hein, parce que là, c'est pas vrai que tout élément de l'adhérence est limite de suite de trucs, hein, en général. Alors, bah, du coup, on va se mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Donc, soit x est un élément de E, comme f et g se continuent en x. J'aurais pu faire cette preuve-là directement hein, pour topologique, mais bon, je voulais vous montrer pourquoi c'était facile d'utiliser les suites, quoi. Ok, alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite quand t tend vers x de f de t, c'est f de x, et puis la limite quand t tend vers x de g de t, c'est g de x, hein, vous vous rappelez? Enfin, il suffit de dire que ces limites-là existent, mais si elles existent, elles sont forcément égales à f de x et g de x. C'est la définition de fonction continue qu'on a vue dans le cas le plus général, ok. Mais comme x appartient à des barres, on peut aussi définir la limite de f de t quand t tend vers x tout en restant dans D. D'accord? Ça a un sens de dire ça quand x est dans des barres. C'est la formule de limite la plus générale. Et bien, du coup, si f, alors attention, hein, c'est pas si ça admet une limite, alors celle-là n'en admet pas forcément. Parce que là, en restant dans D, c'est pas forcément en étant tout le temps. Mais là, si quelle que soit la façon dont t s'approche de x, la limite de f de t existe et vaut f de x, alors si je prends juste certaines valeurs de t qui sont dans D, okay, qui peuvent se rapprocher de x, parce que x est bien dans des barres, alors là, cette limite-là, elle est toujours égale à f de x. Vous voyez, si je prends juste, quand ça se rapproche de x, de n'importe quelle façon, ça tend vers f de x. Donc, en restant dans D, ça se rapproche aussi de f de x. Okay, et pareil pour g. Si la limite en général de g existe, bah, du coup, juste en restant dans t, c'est la même. Okay. Or, ces deux fonctions-là, sur D, elles coïncident. Pour n'importe quel t dans D, f de t, c'est égal à g de t. Donc, je fais une limite d'une fonction, de deux fonctions qui sont égales en fait. Là, je peux remplacer f de t par g de t. Quand t est dans D, ça et ça, c'est pareil. Et donc, la limite de deux fonctions qui sont égales, bah, c'est la même limite. Et donc, f de x égale g de x. Voilà la version limite de... En fait, on a fait deux fois la même démonstration. Hein. Celle-là marchait dans le premier cas. Mais voilà, je trouvais ça instructif de faire les deux avec les suites et les limites. Ok, très bien. Alors maintenant, application de ça. Parce que c'est bien sympa de se dire, bon, si deux applications continues sont égales sur un ensemble dense, elles sont égales partout. Mais en pratique, bah, ça peut servir à démontrer un théorème qui est très sympa, qui dit que le polynôme caractéristique d'un produit de matrice, ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel on fait le produit des matrices. Ok, donc ça, voilà, ça généralise vachement des résultats qu'on connaît vachement. Par exemple, déterminant de AB, c'est déterminant de BA. Trace de AB, c'est trace de BA. Tout ça, c'est des coefficients du polynôme caractéristique. Donc, c'est des conséquences de ça, par exemple. Ok, donc, on va essayer de démontrer ce truc-là. Alors, première question, il faut montrer que si A est inversible, il fallait calculer A-1x identité ABA et en déduire le résultat. Bon, bah alors faisons le calcul. C'est pas très dur de voir que A-1x identité fois A, ben, ça fait A-1, enfin ça fait x à moins 1 fois A, ça fait x identité. Okay. Et puis là, moins AB, si je multiplie par A-1 de ce côté-là, ça fait moins B. Je multiplie par A, ben, ça fait moins BA. Donc si la matrice A est inversible, je me rends compte que les matrices x identité moins BA et x identité moins AB, elles sont semblables. Bon bref, donc maintenant si je fais le déterminant de celle-là, bah, par définition, ça fait déterminant de A-1 fois déterminant de celle-là fois déterminant de A. Déterminant de A-1, c'est 1 sur déterminant de A, donc ça se simplifie. J'obtiens un déterminant de ça, et ça par définition, c'est le polynôme caractéristique de BA est égal au polynôme caractéristique de AB. Ok, donc cette propriété-là est, entre guillemets, évidente quand A est inversible. Ou quand B est inversible, en fait, on aurait pu faire le même raisonnement. Ok. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai bien qui de A égale qui de AB. Et donc maintenant, je t'avais dit, pour le cas général, considérez un B fixé et cette application-là, qui a A associe ça. Alors pourquoi on fait ça? Parce que donc l'application qui a A associe son polynôme caractéristique. Enfin,
Si B est fixé, l'application qui a A associe déterminant de x identité moins AB, c'est une fonction continue. Pourquoi? Parce que ça, c'est un polynôme en x dont les coefficients, finalement, c'est des déterminants en le produit de AB. Mais le produit de A et B, bah, c'est continu en les coefficients de A. B est fixé. Donc, je prends des coefficients, je multiplie les coefficients de A par des nombres. Je fais des sommes, des produits, des machins. Ça devient un polynôme très très compliqué en tous les coefficients de A, mais c'est polynomial. Et donc, tous les coefficients des polynômes sont polynomiales en les coefficients de A. Donc, c'est bien une application continue en les coefficients de la matrice A. Donc, ça, c'est une application continue. D'accord? L'application qui a A associe qui de AB de x. Et donc, qui de BA, même raisonnement, c'est aussi continu. Donc, la différence des deux est continue. Donc, l'application phi, là, elle est continue. OK? Et alors, regardons bien. Mon application phi, là, donc, c'est une application continue. Si A est inversible, elle vaut l'application nulle. Elle vaut 0. La matrice nulle partout. Enfin, non, elle vaut le polynôme nul partout. Pardon, je suis dans les polynômes. Ce qu'on vient de voir, hein, si A est inversible, ça et ça, c'est pareil. OK? Donc, elle coïncide avec la fonction nulle sur toutes les matrices inversibles. Or, les matrices inversibles, c'est un ensemble dense dans l'ensemble des matrices. Voir exercice 8.2. Hein, c'est toujours K égale R ou C. Hein. Donc, on l'a déjà démontré, ça. OK? Donc, j'ai même dit, un petit spoiler, ce sera utile plus tard. Donc, voilà. Et ben donc, elle coïncide avec la fonction nulle sur une partie dense. La fonction nulle, elle est continue. Elle est continue. Donc, elles sont égales partout. Et donc, ça marche tout le temps. Hop. Et donc, on a bien phi qui est égal à la fonction nulle sur l'ensemble de toutes les matrices. Et donc, qui AB égale qui de BA tout le temps. Et voilà. Donc ça, c'est un truc assez utile, hein, souvent, parfois, hein, pour démontrer qu'un théorème est vrai sur les matrices. Ah, si elle est diagonalisable, c'est vrai. Après, sur certaines hypothèses, tiens, si mon ensemble de matrices diagonalisables, il est dense, ah bah, du coup, je peux le démontrer en général, etc. etc. OK? Et donc, voilà. Et c'est vrai hein, que les matrices diagonalables sont denses, densées. Je pense je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais bon. OK. Très bien. Alors, donc, petit exercice suivant. Si on prend deux espaces métriques et on prend une application continue, on appelle, c'est pas nouveau, ça c'est pour même une application qui n'est pas continue, le graphe c'est toujours l'ensemble des couples, hein, je vous rappelle, on prend un élément de l'espace de départ, un élément de l'espace d'arrivée, et le graphe c'est l'ensemble des couples tel que voilà, là, lui ce soit une image ce soit l'image de lui, ou le premier est un antécédent du deuxième, ou le deuxième plutôt est l'image du premier. D'accord? Donc on prend des couples comme ça. Hein, ça c'est pour n'importe quelle application, on prend tous les éléments de l'espace de départ, on s'associe leur image de l'autre côté, on obtient ce qu'on appelle, moralement ça représente les flèches de la fonction, hein, c'est-à-dire x il va où quoi. Et donc on appelle ça le graphe de f. Okay? Pour ceux qui ont tout oublié, je vous rappelle une application ou une fonction même en général, c'est un triplet où il y a un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et un graphe. Hein. Donc voilà. Ok, donc c'est ça cet ensemble-là. Pourquoi ça s'appelle graphe comme graphique? Parce qu'en fait, si on prend une fonction de R dans R, bah, c'est la partie du plan qu'on trace, vous voyez. C'est la courbe représentative de f, ça va être l'ensemble des couples du plan qui vérifie ça. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle le graphe. Vous voyez. Dans ce cas particulier, ça va être ce qu'on dessine. Mais donc, de façon très très générale, dans l'espace métrique quelconque, voilà, on définit le graphe comme ça, et montrer que c'est un fermé du produit cartésien EF. Bon, bah alors, allons-y. On prend une application donc de E croix F dans F, qui a un couple XY associe Y moins F de X. Ok? Pourquoi je fais ça? Parce que je veux que ce soit, vous voyez, il faut que je représente l'application de G, quoi. Autrement dit, là, je sais que comme F est continu, bon, puis qu'Y est continu, la différence des deux est continue. Donc, mon application phi, elle est bien continue. Et puis G, c'est les valeurs, justement, les couples pour lesquels ça fait 0 ici, pour lesquels Y est égal à F de X. Ok? Et donc, bah, c'est exactement Y à F de X si phi vaut le vecteur nul. Donc, c'est l'image réciproque du singleton vecteur nul. Le singleton vecteur nul, c'est infermé. L'image réciproque d'infermé, c'est infermé. Donc, G est infermé. Ok? Donc, l'astuce qu'on a utilisée toujours tout à l'heure, maintenant on a bien compris, on essaye de la replacer à chaque fois. On essaye d'écrire notre ensemble comme l'image réciproque de quelque chose par une application continue, et puis ça marche. Voilà, voilà. Tout faux. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me dit que j'ai tout faux? Bah parce que, en fait, non, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi, moi? Il y a le mot espace, là. Ça, c'est traître aussi. Espace métrique ne veut pas dire espace vectoriel. D'accord? Mon espace F, il n'y a pas forcément de loi plus ou de loi moins là-dessus. Hein. Alors, ok, si F est un espace vectoriel normé, si F est un espace vectoriel, votre preuve, elle est parfaite. Mais sinon, mais il y a qui dit qu'il y a un vecteur nul dans F? Je veux dire, F, un espace métrique, ça se trouve, c'est un cercle dans le plan. Enfin, je veux dire, il n'y a peut-être pas forcément d'éléments nuls là-dedans. Enfin, un espace métrique, ça peut être un truc très abstrait, vous voyez. Donc non, il y a pas. Voilà, le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. Ça. On ne peut pas toujours, dans deux ensembles, faire la soustraction des deux pour dire, ah, s'ils sont égaux, c'est que leur différence vaut 0. Mais non, mais il n'y a pas forcément de possibilité de faire la différence des deux et tout ça.
D'accord? Donc en fait, elle n'est pas complètement fausse. Elle marcherait si f avait des hypothèses en plus, qui est un espace vectoriel, mais là, c'est pas donné. Donc on oublie tout ça et on va faire autrement. D'accord? Donc on est quand même dans des espaces métriques, donc pour montrer un truc qui est infermé, on peut utiliser les suites, ce qui est souvent assez pratique. Et donc on va prendre une suite d'éléments de G qui convergent a priori dans E croix F, et pour montrer que G est infermé, il va falloir montrer que la limite, elle est dans G. Hein, vous savez, c'est une technique pour montrer qu'un truc est fermé, on prend une suite d'éléments dedans qui convergent dans l'espace grand E, il faut montrer que la limite est forcément dans l'ensemble de la question et il sera fermé. Donc je prends une suite d'éléments de G qui convergent. Okay. Alors, comment je peux écrire ça? Ma suite UN, elle est dans G, donc j'appelle Xn le premier terme, un élément de E. L'autre côté, c'est forcément f de Xn, puisque c'est dans G. Okay. Et puis ma suite L, je vais l'appeler AB. A dans E, B dans F. Okay. Donc, dire que la suite UN tend vers L, rappelez-vous, hein, la définition de convergence d'un produit cartésien, ça veut dire que chaque terme converge vers chaque terme. Hein. Donc, par définition, ça veut dire que Xn, il converge vers A, d'accord? Et la suite f de Xn, la suite de l'autre côté, converge vers B. Ça, c'est la définition de la convergence de ma suite UN vers L. Mais mon application f, elle est continue. J'ai quand même une hypothèse, sinon ça ne marcherait pas. Et donc, si la suite Xn tend vers A, eh ben, la suite f de Xn tend vers f de A. Mais elle converge aussi vers B. Donc, A égale f de A égale B. Voilà. La continuité de f dit forcément B égale f de A. Du coup, ma limite L, je peux l'écrire A f de A. Ah, du coup, c'est un élément de G. Voilà, la limite L est forcément dans G. Donc, G est infermé de E croix F. Voilà. Superbe, non? Et là, c'est bon. Je n'ai pas utilisé d'opération sur F et tout ça. Donc, ça marche tout le temps. OK. Très bien. Alors, donnez un exemple maintenant d'une application de R qui n'est pas continue, mais où le graphe est quand même fermé. D'accord? Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est équivalent? Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème des graphes fermés qui dit que si on prend deux espaces vectoriels normés complets pour E et F, alors, si le graphe est fermé, la fonction est continue. OK? Donc, voilà. Mais... Bref, donc il y a des applications linéaires, hein, parce que là on va prendre une application qui n'est pas linéaire. Hein. Attention, je ne sais pas si j'ai bien dit le mot. Si on prend deux espaces vectoriels normés complets, donc si c'est dimension finie, c'est forcément complet. On ne l'a pas encore vu, mais je vous le dis, d'une application linéaire de deux espaces vectoriels de dimension finie, par exemple, automatiquement, si le graphe est fermé, la fonction est fermée. C'est équivalent, quoi. Voilà. Et en dimension infinie, il faut qu'en plus l'espace soit complet. Alors à ce moment-là, ça marche. Pour les applications linéaires, c'est le théorème du graphe fermé, ça. Bon, bref. Et si on prend une application de R dans R, qui est bien un espace vectoriel, une dimension finie, mais une application, donc il ne faut pas chercher une application linéaire, sinon ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on peut en trouver une qui n'est pas continue dont le graphe est tout de même fermé? Bon, c'est pas très dur, il faut chercher un petit peu. Voilà, j'en ai trouvé une. J'ai pris la fonction qui vaut 1 sur x partout si x est différent de 0. Et puis, pour qu'elle soit définie de R dans R, j'ai dit f de 0 égale 0. Alors, ce petit point-là, c'est un singleton. Dans le plan, ça c'est fermé. Et puis, c'est pas très dur de voir que cette courbe-là est fermée. Hein. Si j'ai demandé juste cette image-là, normalement, vous aurez dit, vous voyez, je prends un point dans le complémentaire, il y a une petite boule autour, tel que c'est ouvert. Sinon, je peux prendre une suite là-dedans qui converge. On va dire, ah oh là là, si je prends la suite 1 sur n, f de 1 sur n. Bah oui, mais 1 sur n, n, L, quand n tend vers 0, ça ne converge pas. 1 sur n, il tend vers l'infini, vous voyez, ça ne marche pas. Ou quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, cette suite-là ne converge pas dans le plan. D'accord? Je ne peux pas faire une suite là sur ma courbe si je prends, il faut que je prenne une suite qui converge. Alors elle converge dans la courbe. Oui? D'accord? Bon, c'est pas de faire, voilà, c'est le truc ultra classique, on l'a déjà vu 50 fois. Hein. D'accord? Voilà. L'ensemble des points strictement positifs tels que f de x égale 1 sur x, c'est fermé. Hein. Et ça, c'est voilà, trois morceaux fermés. Infermé, union infermée, union infermée, c'est infermé. Une union finie de fermé, c'est infermé. Donc voilà, le graphe est fermé pour prendre l'application n'est pas continue. Quoi. Ok? C'est ballot. Très bien. Allez, donc, maintenant, si on prend deux espaces topologiques, on prend une application continue, D une partie dense de E, montrer que f de D est dense dans l'image de f. Ça ne choque pas tellement. Hein. Si D, il y en a partout dans E, f de D, il y en a partout dans l'image de f. Pas partout dans f, parce que imaginez, voilà, l'image de f, ça peut être, imaginez, je prends, je sais pas moi, cosinus, l'image c'est moins 1, 1. Du coup, il n'y en aura pas partout dans R, hein, des éléments de la partie dense. Quoi. Mais voilà, donc il faut démontrer ce truc-là. Ok. Alors allons-y, donc on va cette fois, je suis dans l'espace topologique, donc si j'avais marqué espace métrique, vous pouvez faire, hein, là je pourrais attaquer les suites. Dire tiens, je prends un élément de im de f, il faut que j'ai montré qu'il y a une suite de f de d qui converge vers lui. D'accord? Et puis ce serait pas très dur, parce que s'il est dans im de f, c'est f de x, mais x il est dans l'espace de départ, d est dense, donc il y a une suite xn qui tend vers x. Et du coup f de xn tend aussi vers f de x, et donc j'ai bien une suite de l'image de f qui tend vers lui et terminée. Mais
pas de bol, là j'ai demandé directement espace topologique. Oh, donc on ne peut pas partir des suites. C'est vache. Donc il faut partir avec les ouverts. Donc la définition la plus générale d'une partie dense, ça veut dire qu'elle rencontre tous les ouverts, d'accord, de l'ensemble. Donc je prends un ouvert de F, n'importe lequel, voilà, une partie de grand U. Il faut montrer qu'elle rencontre F de D. Voilà, que F de D rencontre tous les ouverts, qu'il est dense, ça veut dire ça. Donc je prends une partie U quelconque, il faut montrer que U intersecté avec F de D est non vide. Ok. Alors, ce que je sais, c'est que F est continu. Donc U étant un ouvert de F, son image réciproque est un ouvert de E. Donc F-1 de U, c'est un ouvert de E. Mais cette fois, je sais que comme D est dense dans E, il rencontre tous les ouverts de E. Okay. Donc F-1 de U, il rencontre D. Il y a des gens qui sont à la fois dans F-1 de U et dans D. D'accord. Donc j'en appelle X un élément qui est dans F-1 de U et D. Bah, du coup, F de X, il est dans U. Hein. C'est justement par définition de F-1 de U, c'est les X dans E tels que leur image est dans U. Donc F de X est dans 2. Et puis si X est dans D, bah, F de X, il est bien dans F de D. C'est bien l'image d'un élément de D. Bah donc voilà, j'ai trouvé F de X, il est à la fois dans U inter F de D, donc c'est non vide. Et donc ça prouve bien que F de D est dense. Ok. Voilà, c'est pas si dur que ça, mais encore faut-il le faire. Hein. C'est toujours facile quand on voit la solution. D'où l'intérêt d'avoir cherché avant. Ok, et donc, alors des applications, voilà, des résultats qui sont assez connus, mais qu'il faut quand même réussir à démontrer que l'ensemble des valeurs de cosinus n, quand n appartient à n, est dense dans -1, 1. Voilà, vous voyez, je prends, c'est en radian, hein, cos 1, cos 2, cos 3, comme ça, et bien que ça va faire toutes les valeurs possibles. Enfin, voilà, ça va remplir un peu partout des valeurs entre -1 et 1. Quoi. Si je prends juste les angles entiers. Quoi. Et donc, je donne une petite indication d'utiliser cet ensemble-là. Et puis pareil pour exponentielle in. Alors, allons-y. Donc, cos n, l'ensemble des n appartient à n, bah c'est pareil que l'ensemble des cos n plus 2π, puisque la fonction cos, elle est 2π périodique. Donc si je rajoute 2π ou j'enlève 2π ou je mets plusieurs fois 2π, la valeur de cosinus, elle ne change pas. Ok. Donc voilà, donc cet ensemble-là et celui-là, c'est le même. On pourrait croire que j'en ai mis beaucoup plus, mais en fait, ça fait les mêmes valeurs de cosinus, donc pas de problème. Et puis, en plus, je peux changer les signes. Là, j'ai mis dans n, mais je peux mettre dans z, parce que cosinus x et cosinus moins x, c'est la même valeur. Donc, j'en ai pas rajouté en mettant des valeurs négatives. Là. Ok. Donc voilà. Là, K pouvait déjà prendre des valeurs négatives, hein, ça ne change strictement rien, hein, d'accord. Et donc voilà, en changeant les signes des deux, et j'obtiens exactement les mêmes valeurs. Ok. Donc finalement, je peux regarder l'image par cosinus de cette partie-là, où n et k sont des entiers relatifs. Et pourquoi c'est bien? Parce que ça, c'est un sous-groupe de R+. On l'a déjà vu. Revoir l'exercice 8.5, c'est stable par addition, hein, etc. C'est bien inclus dans R, muni de l'addition. C'est stable par soustraction, enfin bref. Ça contient l'élément neutre, n égale 0, k égale 0. Donc c'est un sous-groupe de R+. Et les sous-groupes de R+, on a vu, soit ils admettent un plus petit élément strictement positif, soit ils sont denses. Et en l'occurrence, on l'a déjà vu, comme 2π n'est pas rationnel, ce groupe-là, il est dense. Regardez l'exercice 8.5. La seule différence, c'est qu'il faut prendre 2π au lieu de π. Ok. Donc ça, c'est dense, cette partie-là. Et donc c'est l'image d'une partie dense par une application cosinus qui est continue. Et son image de cosinus, vous le savez, c'est -1, 1. Et bien donc, l'ensemble des cosens, c'est dense dans -1. Voilà. Game over. Et pareil, après pour l'autre, hein, parce que l'application qui a x, c'est exponentielle ix, bah, c'est cos x plus 6 sinus x, donc c'est continu. Son image, bah, c'est tout le cercle, vous savez bien. Hein. Et bah, du coup, l'ensemble des EUN, c'est dense dans le cercle. Et voilà. Très bien, très bien. Allez, on a bientôt fini, plus que 2 exercices. Ah, mais ce n'est pas les plus simples. Alors, allons-y. Donc, considérons la matrice 1, 2, 3, 4. Celle-là, ça va, ça n'est pas trop dur. Donc, je vous rappelle, la norme infinie sur R2, c'est le max des valeurs absolues des coefficients. Hein. D'accord. Voilà, montrer que par un calcul direct, trouver une valeur m telle que la norme infinie de vecteur ax soit plus petit que m fois la norme infinie du vecteur x. Bon, bah alors faisons un petit calcul. On pose x égale xy. Ok, bah du coup, le produit AX, bah, c'est le produit donc, de cette matrice 1, 2, 3, 4 par XY. Bah, du coup, ça fait x plus 2y, 3x plus 4y. Ok, et donc, il faut majorer. Voilà, le max de ces valeurs absolues, ces deux trucs-là, il faut dire que c'est plus petit qu'un certain nombre fois le max de valeurs absolues de x, valeurs absolues de y. Ok. Alors, bon, bah, c'est pas très dur de se dire que x plus 2y, c'est. Déjà, x plus 2y, c'est plus petit que valeur absolue de x plus 2 valeurs absolues de y. Hein, parce que x est plus petit que valeur absolue de x et y aussi. Donc, ça, c'est plus petit que 3 fois le maximum entre valeur absolue de x et valeur absolue de y. Ok. Et puis 3x plus 4y, c'est plus petit que 7 fois le max entre valeur absolue de x et valeur absolue de y. Jusque-là, tout va bien. Et puis même, les valeurs absolues de ça sont plus petites que ça aussi. Hein. Et donc, la norme infinie de ax est plus petit que 7 fois. Parce que pourquoi j'ai pris 7? Parce qu'il est plus grand que 3. Donc, si c'est plus petit, là, je me dis, voilà, c'est plus petit que 3 et plus petit que 7 dans ce cas-là, ben, c'est tout le temps plus petit que 7.
Je ne veux pas dire que c'est tout le temps plus petit que 3, hein, parce que des fois, mais par contre, c'est tout le temps plus petit que 7. Ça, c'est la norme de x infini. Et donc, voilà, j'obtiens ce raisonnement-là, ce petit théorème-là. Okay. Donc, maintenant, ok, tout va bien. J'ai trouvé un m, trouver un vecteur de x de norme 1 pour lequel l'inégalité est une égalité. Alors, bah, ce n'est pas bien dur, là, il suffit de prendre x égale 1, 1. Je prends x égale 1, 1, j'obtiens 3 plus 4. Hop. D'accord. Donc voilà, ça c'est pas très dur. Ça fait 7. X est bien de norme 1, hein, la plus grande valeur absolue des coordonnées x c'est 1. Ben voilà, donc là j'obtiens 7. Ben, voilà. L'inégalité est atteinte. Ok, très bien. Et donc ça veut dire que la norme subordonnée à la matrice infinie, qui est par définition le sup, quand x est non nul, des normes de ax infini divisé par norme de x infini, bah, du coup c'est 7. Cette valeur-là est toujours plus petite que 7 et il y a une valeur de x pour laquelle ça vaut 7. Bah, donc le sup c'est 7. Ok? Voilà, ça, je vous rappelle la définition. La norme subordonnée à la norme infinie, hein, c'est ce truc-là. Et donc, bah, elle vaut 7. Allez, reprendre si A égale ABCD. Si vous ne l'avez pas fait avant, faites-le pour voir si vous y arrivez là. Pas bien dur, mais bon, essayez de le faire. Donc si on refait les calculs, là j'aurais dû mettre valeur absolue parce que A et B maintenant c'est pas si clair les signes, mais je suis allé un peu vite, j'avoue. Valeur absolue de AX plus BY, c'est plus petit que valeur absolue de A, valeur absolue de X plus valeur absolue de B, valeur absolue de Y. Et si je majore valeur absolue de X et valeur absolue de Y par le maximum des deux, ben j'obtiens que ça c'est plus petit que la valeur absolue de ça, c'est plus petit que valeur absolue de A plus valeur absolue de B fois le max des valeurs absolues de XY. Ça c'est la norme infinie de X, de grand X. Et pareil, la valeur absolue de Cx plus dy, bah, c'est plus petit que ce truc-là. Okay. Et donc, voilà, c'est donc la norme, elle est plus petite que le max des deux. Et maintenant, je vais montrer, si je suppose que le plus grand des deux, c'est le premier, par exemple, pour que ce soit atteint, il y a une petite subtilité, parce que A et B ne sont pas forcément positifs, hein, vous voyez, dans cet exemple-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Il faut que je prenne x égale A sur valeur absolue de A et B sur valeur absolue de B. Alors ça, c'est une façon très très bizarre de dire que je prends x égale 1 si A est positif, et x égale moins 1 si A est négatif. C'est juste pour que là, AX plus BY, ça fasse valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Bah, je prends le X pour corriger le signe. Si A était positif, je prends 1, du coup ça fait valeur absolue de A. Si A était négatif, je prends moins 1, du coup ça fait valeur absolue de A. Vous voyez? Donc si je prends X comme ça, bah, du coup, voilà, automatiquement, j'obtiens. D'ailleurs, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, ça aurait été encore plus simple, parce que du coup, A fois X, ça fait valeur absolue de A, et A fois Y, ça fait valeur absolue de B. Et donc, quand je remplace X et Y par ces valeurs-là, j'obtiens exactement valeur absolue de A plus valeur absolue de B, donc le maximum des deux. Okay, donc la borne, elle est atteinte, et donc finalement, la norme subordonnée, bah, c'est bien le max de la valeur absolue de A plus valeur absolue de B, valeur absolue de C plus valeur absolue de D. Ok? Voilà, c'était pas très dur, mais il ne fallait pas oublier les valeurs absolues, tout ça, il fallait faire un petit peu attention, quoi. Allez, le dernier, et qui n'est pas le plus simple. Allez, il va falloir s'amuser avec des sommes, double somme des indices, des machins, des trucs, donc on accroche les ceintures. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le regarder. Donc, alors c'est assez rigolo. Donc, on prend des normes sur les matrices. Il y en a un, c'est le max de tous les valeurs absolues, de tous les coefficients. Okay. Et ça, c'est bizarre. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir juste avant. L'exercice d'avant, rappelez-vous, c'était le max des valeurs absolues des sommes des éléments sur les lignes. Ben là, c'est pas la même chose parce que regardez, je prends le max pour J, donc une indice de colonne, et la somme pour I, donc sur les lignes, la somme sur les lignes de tous les éléments d'une même colonne, de la colonne J, en valeur absolue. Donc c'est presque la même norme qu'on a vue juste avant, qui était la norme subordonnée à la norme infinie. C'était le max des sub des lignes, des valeurs absolues des lignes. Et bien là, je fais le max des sommes des valeurs absolues des colonnes. Okay. Est-ce que ça, c'est encore une norme subordonnée? Bah, du coup, c'est presque, moralement, c'est presque la même que tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est la norme de la transposée de A. Bon, bref. Et bien, montrer que c'est la norme subordonnée, cette fois, à la norme 1, celle-là. Ça alors, c'est incroyable. Hein. Vous voyez, ça c'est très bizarre. Quand on fait la somme sur les lignes, c'était la norme subordonnée à la norme infinie des vecteurs. Et quand on fait la somme sur les colonnes, c'est la norme subordonnée à la norme 1. Je vous rappelle, c'est la somme des valeurs absolues des coefficients. Ok? Donc, bon, bah alors, essayons de démontrer ce petit truc-là. Alors, là, il faut lutter un petit peu. Donc, voilà, il va falloir regarder norme de AX, la norme de AX1, la norme de X1, et puis essayer de voir comment ça se compense les uns avec les autres. Ok. Alors, donc accrochons nos ceintures. Qu'est-ce que c'est que la norme 1 d'un vecteur? Donc déjà, tout à l'heure j'ai mis xy en colonne, là je l'ai mis x1, x2, xn, je l'ai écrit en ligne, mais j'ai mis la petite transposée pour dire que c'est un vecteur colonne, hein, x1, x2, xn. Donc, la norme 1 du vecteur qui correspond au produit AX, c'est la somme des valeurs absolues des coefficients de ce vecteur.
Donc j'ai dit la somme pour i allant de 1 à n des valeurs absolues des coefficients de ce vecteur. Maintenant, comment on récupère les coefficients d'un vecteur en multipliant une matrice par un vecteur? Je vous rappelle, on multiplie chaque ligne de la matrice par les coordonnées du vecteur. Donc pour la ligne i, on prend les a, i, k multipliés par xk et on fait la somme de ça pour k allant de 1 à n. J'ai multiplié la ligne i par les vecteurs xi. Je fais ça pour toutes les valeurs de i. Okay. Donc voilà les coefficients du vecteur ax. Okay. Donc je fais la somme des valeurs absolues des coefficients du vecteur ax et j'obtiens sa norme 1. Bon. Alors maintenant, une valeur absolue d'une somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues, vous savez bien. Donc ça, c'est plus petit que cette somme-là. Ok? Donc jusque-là, tout va bien. Alors la grosse astuce, en fait, quand je fais somme pour i allant de 1 à n, de k allant de 1 à n, de quelque chose qui dépend de i et de k, ça veut dire que je fais les sommes sur toutes les cases d'un tableau. Vous voyez, i va de 1 à n, même d'un carré en l'occurrence, k va de 1 à n, et on fait la somme de tous ces termes-là. Je peux très bien commencer en disant, tiens, au lieu de faire la somme en ligne, on va faire la somme en colonne, et inverser ces deux indices. Ça ne change strictement rien. Donc cette somme-là est égale à la somme pour k allant de 1 à n, de la somme pour i allant de 1 à n, des aik, valeur absolue de aik, valeur absolue de xk. Alors c'est peut-être module si je suis lancé, mais ça ne change strictement rien. Ok? Bon, mais cette fois, la valeur absolue de xk, il ne prend pas de i, donc je peux le sortir de cette somme. Donc j'obtiens somme pour k allant de 1 à n des valeurs absolues de xk multipliées par la somme pour i allant de 1 à n des valeurs absolues de aik. Ok? Alors ça commence à ressembler à quelque chose, parce que vous voyez, la somme pour i allant de 1 à n des aik, c'est une somme comme ça. Cette somme-là, elle est toujours plus petite que le max de toutes ces sommes-là. Donc ça, vous voyez, je peux le majorer. Tout ce terme-là, il est toujours plus petit que n1 de a. Parce que justement, c'est le max des sommes comme ça. Donc finalement, ce truc-là, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues de xk fois n1a. Mais du coup, n1a, je peux le sortir de la somme, de nouveau. Et du coup, ça, c'est plus petit que n1a fois cette somme-là. Et cette somme-là, c'est justement la norme de x, la norme 1 de x. Donc voilà, un petit calcul bienvenu, mais au bout du bout, je suis arrivé à que la norme 1 de ax, c'est plus petit que n1 de a fois la norme 1 de x. Et donc, quand je divise ça par norme de 1 de x, pour tout x non nul, je vais obtenir que le sup, il est plus petit que n1 de a. Et donc, la norme subordonnée de aa pour la norme 1, elle est plus petit que n1 de a. Ok? Voilà. Bon, alors maintenant, il faut essayer de trouver un x pour lequel c'est égal. C'est pas encore complètement évident pour montrer que c'est la même chose. Vous voyez. Donc, voilà. Alors, donc je vais prendre un indice j pour lequel la somme est atteinte. Un peu comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai dit, si c'était le premier qui était le plus grand, je vais regarder celle-là et je vais prendre un x en fonction de celui-là. Là, c'est la même idée. Je vais prendre un indice j où cette somme-là est atteinte. Voilà. Le j pour un j, il y en a peut-être plusieurs qui sont égales. Donc, je prends un j pour lequel c'est le max. Okay, donc n1 de a, ça s'écrit comme ça pour une certaine valeur de j. Je prends ce j là. Et là, grosse astuce, je vais prendre x égale des 0 partout, sauf un 1 à la jème position. Ok? Donc mon vecteur x, là, ça va être plus facile à calculer parce que là, les xk ils valent tout le temps 0, sauf pour j, où ça vaut 1. D'accord? Donc toute cette somme-là, finalement, il faut aij. Ok? Et donc j'obtiens norme de ax1, somme pour i allant de 1 à n, des valeurs absolues de aij. C'est justement n1 de a. Vous voyez, donc là, norme de ax plus norme 1, c'est exactement n1 de a. Et mon vecteur x, il est de norme 1 égale à 1. Une norme infinie égale à 1, mais aussi de norme 1. Si je fais la somme des valeurs absolues de tous les coefficients, j'obtiens 1. Donc c'est bien aussi n1 de a fois norme de x. Okay, et donc, du coup, voilà, c'est atteint en un point. Et donc, la norme subordonnée, elle est bien égale à la norme n1. On est content, quand même, quand on y arrive comme ça. Ok. Alors, deuxième question, il avait montré que la norme infinie, celle-là, ce n'est pas une norme d'algèbre. Et donc, astuce, on pourra considérer une matrice B dont tous les coefficients sont égaux à 1. Faisons ça. Si je prends la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1, le max des valeurs absolues des coefficients, c'est 1. Norme infinie de B, c'est 1. Ça, jusque-là, tout va bien. Maintenant, si je calcule B fois B, pour voir. Pourquoi? Parce que norme d'algèbre, je vous rappelle, ça veut dire que norme de pour d'abord quelle matrice A et B, norme de AB est plus petit que norme de A, norme de B. Donc là, si je fais B au carré, bon, alors vous voyez, vous faites que des 1 multiplié par que des 1, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait des n partout. Et puis n est strictement plus grand que 1. Donc j'obtiens b carré est égal à nb. Et donc, d'après les propriétés des normes, la norme infinie de b au carré, du coup c'est n. Enfin c'est n fois la norme infinie de b, mais de toute façon ça se voit bien, c'est n. Tous les coefficients sont égaux à n, donc le max des coefficients c'est n. La norme infinie de b carré, donc c'est n. Et n c'est plus grand que 1 fois 1, c'est plus grand que la norme infinie de b fois la norme infinie de b. Et bien ça c'est contradictoire avec le fait que si on est une norme d'algèbre. Une norme d'algèbre, ça donne en particulier que la norme de a au carré est plus petite que la norme de a
faut la norme de A. Bah, là, c'est pas le cas. Comme n est strictement plus grand que 1, c'est pas une norme d'algèbre. Voilà. Deuxième question. On délire que n infini n'est pas une norme subordonnée. Bah, c'est dans le cours, parce qu'on a vu qu'une norme subordonnée est forcément une norme d'algèbre, que c'est pas une norme d'algèbre, donc c'est pas une norme subordonnée, parce que sinon ce serait une norme d'algèbre. Enfin bref. Et ben voilà pour cette série d'exercices. J'espère que ça vous aura été profitable. J'espère que vous avez maintenant compris plein de choses. Et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Encore plein de notions super à voir. Et un petit merci aux tipeurs, petite scène post-crédit pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux. Voilà, donc ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie infiniment. Je vous fais des bisous à tous. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme anecdote personnelle? On vient d'avoir les 100 000 abonnés, on va faire un petit reportage pour fêter ça. Voilà, Mourad va bien, tout le monde va bien, la vie est belle. Donc voilà. Moi j'ai un petit peu la crève, mais je suis content parce que contrairement aux vidéos que j'ai tournées il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai toussé, où Mourad va se galérer pour essayer de baisser le son pour ne pas vous exploser les oreilles. Là c'est passé, alors que je tousse vachement le soir, mais là c'est passé, donc tout va bien. Bon, bref. Allez, je vous fais des bisous à tous, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder la chaîne, j'espère que ça vous plaît, et je vous dis à bientôt. Ciao.